Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un peu dans le même format que les dernières vidéos, je vais prendre une critique que je reçois souvent de Bitcoin et puis je vais vous l'exposer avec mes arguments. Puis ici le but est vraiment simple, c'est de vous transférer un peu mes convictions et mes connaissances à propos de Bitcoin pour vous aider dans la compréhension globale de Bitcoin. Donc la critique que je vais aborder aujourd'hui, je crois que c'est une des critiques les plus populaires, ou du moins qu'on a tous déjà entendu. C'est en fait la critique comme quoi que Bitcoin n'a pas de valeur. Bitcoin est adossé à rien. Bitcoin est un Ponzi. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vraiment vous répondre pourquoi, selon moi, Bitcoin a de la valeur. Et puis je crois, pour bien comprendre la valeur, il faut comprendre qu'est-ce qui est valorisé dans l'actif. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question-là. Pourquoi, selon moi, Bitcoin a une valeur qui est tangible, malgré le fait que c'est un actif digital. Et puis en fait, ça va être une vidéo qui va être un peu divisée en deux parties, si on veut, pour répondre à la question. La première partie du vidéo va être vraiment concernant les points de valorisation de l'actif Bitcoin. Et puis après ça, je pourrais vous dire que la deuxième partie est beaucoup plus basée sur qu'est-ce qui adosse Bitcoin, qu'est-ce qui vient vraiment maintenir cette valeur-là qui est créée par Bitcoin. Donc, pour débuter, en fait, à répondre à la question, qu'est-ce qui attribue de la valeur à Bitcoin? Je crois qu'il faut surtout commencer par se poser la question de l'autre côté, vraiment ce que les gens de la critique peuvent souvent percevoir. Et puis, c'est souvent le côté que, par exemple, Bitcoin, pour qu'il vale plus cher, en fait, puisque c'est seulement quelque chose de digital, contrairement à une maison ou par exemple à des actions d'une entreprise, eh bien en fait, il faut simplement que quelqu'un veuille acheter le jeton plus cher que nous et puis que nous on lui vende, c'est la seule manière de profiter. Mais quand on réalise un peu cette manière de penser-là, on peut se dire que c'est un peu le même principe pour tout en fait. Ça va être le même principe pour une maison, ça va être le même principe pour nos devises si on spécule sur les devises, ça va être le même principe si on spécule sur des actions. C'est que lorsqu'on le vend plus cher, c'est que quelqu'un nous l'a acheté plus cher, bien évidemment. Après ça, on peut se poser la question justement, qu'est-ce qui fait en sorte que la valorisation d'un objet augmente? Et puis ça, la question est légitime. On pourrait dire dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce qui fait en sorte que l'immobilier prend en valeur? Bon, certainement, un certain effet de rareté, un certain effet aussi, on pourrait dire, de valorisation par l'activité économique. Par exemple, si on fait de la location, etc., on améliore le bâtiment, on crée de la valeur. C'est vrai, il y a des manières de pouvoir créer de la valeur de cette manière-là. Parfait. Lorsqu'on parle, par exemple, d'action, on va parler, par exemple, de revenus de l'entreprise. On va parler, par exemple, de découverte, d'avancement dans les industries. Des fois, il va y avoir des entreprises, par exemple, qui n'auront pas nécessairement de revenus, mais puisqu'ils vont avoir un très gros potentiel, ou peuvent faire des découvertes potentielles pour chercher des industries, donc on peut avoir une certaine valorisation. Donc ça, je dirais déjà, on tombe déjà beaucoup dans de la spéculation. Et puis, oui, la spéculation se voit beaucoup plus, on pourrait dire, par exemple, avec le domaine des puisque on pourrait dire c'est plus liquide, on pourrait dire aussi les barrières d'entrée sont plus basses, il peut y avoir plusieurs raisons, mais la spéculation se fait aussi au point de vue de l'immobilier. Donc on peut dire que de la spéculation, c'est-à-dire que simplement vendre à quelqu'un qui veut nous acheter l'actif à un prix plus élevé, sans nécessairement que les fondamentaux appuient ce prix-là, c'est quelque chose qui existe partout. Par exemple ici, je vais donner deux exemples avec des actions très connues. On voit ici par exemple les ratios de la valorisation versus les revenus, puis on est dans des facteurs de 27. Puis ça, je vous dirais, c'est pour Google. Après ça, on vient voir par exemple Tesla, puis on se retrouve dans des ratios par exemple de 285. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les revenus qui sont faits, ben l'entreprise est valorisée 285 fois à ce prix-là. Donc c'est carrément incroyable. Donc de me dire que par exemple Bitcoin c'est simplement un outil spéculatif qu'on peut juste vendre à des gens qui veulent acheter plus haut, ben, j'aurais quasiment tendance à dire que la bourse et l'immobilier c'est aussi ça à un certain niveau. Après ça, oui c'est vrai, l'immobilier on peut l'habiter. Ça il faut pas négliger ça. Mais ça c'est vraiment le côté qu'on pourrait dire utilitaire de la chose. Ici je suis pas en train de dire que Bitcoin on peut habiter dedans puis qu'il faut le comparer à ça. C'est pas ça mon point. Mon point ici c'est vraiment juste de dire que je vous dirais tout est spéculatif dans le monde qu'on vit. Et puis ça, c'est un peu lié au virus du dollar fiduciaire qui nous demande de toujours être plus performant. Puis ça, c'est un sujet que j'avais traité dans ma vidéo de pourquoi je suis un Bitcoin maximaliste. Donc, je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais en gros, ici, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tout est spéculatif. Les actions, l'immobilier, Bitcoin. Donc, même la monnaie fiduciaire. Puis là, on va débouler là-dessus. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vraiment, faut comprendre qu'on vit dans un monde qui est spéculatif. Puis ça, moi, je crois que c'est vraiment ça qui marque un gros tournant. Parce que juste le fait d'acheter des actions, par exemple, à des ratios élevés comme 258, c'est pas quelque chose que les investisseurs faisaient il y a 20-30 ans. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une nouvelle ère de l'investissement, de la spéculation. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc un coup qu'on comprend que tout est spéculatif, on peut se dire, ok, comparons les actifs, je dirais, par leur accessibilité, par les intermédiaires, par leur marché aussi, simplement. Ben, je peux vous parler un peu de mon expérience personnelle. Je commençais à magasiner sur le marché de l'immobilier au Canada. Et puis, très rapidement, j'ai réalisé que on a des courtiers immobiliers qui, eux, veulent se graisser la patte sur notre dos. Après ça, on a aussi des courtiers hypothécaires qui veulent se graisser la patte sur notre dos. Après ça, on a aussi probablement un notaire. Après ça,
Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais c'est qu'on a tout un système d'intermédiaires qui, lui, est incité à faire pousser le prix vers le haut. Donc, quand que je dis qu'on a un système qui nous encourage à pousser le prix vers le haut, c'est que tout le monde a un avantage à ce que le prix soit plus élevé en termes de dollars fiduciaires, parce que les commissions vont être plus élevées. Donc, c'est là qu'on se rend compte que cette industrie-là est un peu perverse. Puis, c'est vrai que si on est un participant qui a eu la chance de rentrer très tôt, ben, tant mieux pour nous, puis ça, je l'enlève à personne. Mais des fois, je compare un peu le marché immobilier à des NFT. Dans le sens que c'est vraiment pas liquide, dans le sens que c'est juste un prix plancher qui fait toujours augmenter, parce que tout le monde qui ont les maisons font juste un peu se coercer pour que le prix s'élève plus haut. Donc en soi, c'est pas vraiment un marché très organique. Puis après ça, on comprend aussi que les intermédiaires dans ce marché-là ont tous les intérêts à ce que les prix augmentent. Et puis aussi, on le sait, ils ont peut-être aussi quelques tactiques pour aider le tout. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a découragé avec ce marché-là. C'était vraiment un manque de transparence, par exemple. Mais après ça, je dirais, cette analyse d'un marché-là, on peut l'appliquer aussi aux actions. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, en 2021, il est arrivé un événement avec GameStop, AMC. C'était des meme stocks que les gens se regroupaient pour les faire pomper. La raison pourquoi les gens choisissaient ces stocks-là, c'est parce qu'ils étaient fortement en position de short. Donc, les grands fonds d'investissement appliquaient beaucoup de pression à la vente sur ces actions-là. Donc, les gens se sont regroupés ensemble pour faire des short squeeze. Puis ce qui est arrivé, c'est que lorsque ça a été un succès, que le short squeeze est arrivé, ben, Robinhood a reçu de la pression, par exemple des Citadel et d'autres grands fonds d'investissement, qui leur disaient, là, tu peux pas laisser ça aller parce que nous, on se fait liquider sur des positions. Et puis là, ce qu'on a commencé à comprendre en tant que consommateur, en fait, ce que beaucoup des applications, et je vous dirais de tous les intermédiaires qui vous proposent d'acheter des actions à bas frais, mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement faire du fractional banking, donc un peu comme avec les dollars. Ils vont avoir un stock, ce qu'ils vont vendre à 10 personnes, et puis tant et aussi longtemps que personne ne les retire en même temps ou toutes les vend. En fait, c'est simplement des contrats. Donc là, ce qu'on réalise, c'est que le marché des actions est rempli d'intermédiaires. Ces intermédiaires-là sont de plus en plus en contrôle du marché. Et en plus, ces applications-là, c'est un peu des bijoux de données pour ces grands fonds d'investissement-là parce qu'ils reçoivent toutes les données à l'avance sur qu'est-ce que les gens désirent acheter, vendre, etc. Donc, je vous dirais que quand on fait un peu cette analyse de marché-là, on réalise que le marché boursier est aussi rempli un peu d'intermédiaires qui ne viennent pas nécessairement avantager le consommateur ou du moins l'investisseur particulier. Donc, après ça, si on fait encore cette analyse-là de marché, pour avec Bitcoin, par exemple, mais Bitcoin, ce qui arrive, c'est que oui, il faut souvent payer un frais pour échanger notre monnaie fiduciaire vers Bitcoin. Mais ça, disons que Bitcoin est une monnaie fiduciaire. Donc, en général, vous voyez toutes les monnaies fiduciaires qu'on a ici. Chaque fois qu'on veut échanger une monnaie fiduciaire vers une autre, on a toujours un frais. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est quand on commence à analyser, par exemple, les propriétés de Bitcoin versus l'argent fiduciaire, on réalise que, par exemple, comme l'argent fiduciaire, c'est facilement échangeable contre toutes les devises. Je vous dirais, vous allez à peu près à travers le monde dans tous les pays. Parce que c'est sûr qu'il y a peut-être des pays qui vont être un peu plus complexes, mais en général, vous allez être capable de trouver quelqu'un qui va vouloir vous échanger du Bitcoin contre sa devise locale. Puis ça veut pas dire que ça va être un gros échangeur, là. Ça peut être quelqu'un dans la rue que lui, il accepte de le faire. Mais ce que je veux dire, ce concept-là d'avoir deux personnes qui acceptent à faire une transaction, fait que par défaut, c'est une monnaie qui peut être utilisée d'une manière internationale contre toutes les autres devises. Donc c'est un peu comme un nouvel étalon qui peut apparaître à n'importe quel moment, aussitôt que deux personnes ont un accord à faire une transaction avec Bitcoin. Puis ça peut être aussi simplement pour, je sais pas moi, j'arrive dans un restaurant, disons à quelque part en Afrique, la personne me sert un bon repas, je lui propose de le payer en Bitcoin, il accepte, et voilà, on vient de faire une transaction en Bitcoin. Donc le Bitcoin est officiellement international. Donc c'est un peu ça la logique ici, c'est que quand on regarde les différentes propriétés, on pourrait dire des choses que les gens ont valorisées à travers le temps. Donc on peut dire ici que par exemple, pour les monnaies fiduciaires, c'est un peu la capacité à être facile à échanger. Le but, c'était d'avoir des billets qui n'étaient plus adossés à des métaux précieux. C'était vraiment d'avoir une capacité de faire des échanges internationaux, on peut dire. En fait, je vous dirais, Bitcoin règle ce problème-là directement. Et puis après ça, si on regarde, mettons, d'autres propriétés d'éléments qui ont su conserver la valeur à travers le temps, comme par exemple l'or, ce qui arrive avec l'or, c'est une des raisons pour qu'on la valorise beaucoup, c'est son côté limité. Donc ça, je vous dirais, c'est également une propriété que Bitcoin a adoptée, parce qu'on a trouvé une valeur dans les choses qui sont limitées, comme qu'on peut voir avec l'or. Oui, c'est vrai, l'or peut être utilisé dans différents composantes électroniques, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais la majorité de l'utilisation de l'or est beaucoup plus liée à la spéculation et à son utilisation en tant qu'outil de conservation de valeur. Donc, je vous dirais ici, Bitcoin est un peu kiff-kiff de ce côté-là, dans le sens que Bitcoin, son utilité, ça peut être comme monnaie, pas de problème, c'est utilisé comme monnaie, pas besoin d'être utilisé dans des composantes électroniques, mais aussi c'est un excellent outil pour pouvoir conserver son pouvoir d'achat à travers le temps, puisque la réserve est limitée. Donc ça, c'est une autre propriété, par exemple, qu'on pourrait dire qui vient d'éléments historiques que l'humain a valorisés, qui a été couplé en fait à Bitcoin. Puis après ça, je vous dirais le troisième point un peu qui est un peu plus lié au nouveau système bancaire. Donc dans les deux premières caractéristiques, donc
la rareté, et puis le fait que c'est échangeable, ça je vous dirais c'est des propriétés qui peuvent être archaïques. Mais ce que je veux dire, c'est que de nos jours, on peut le dire, la majorité des transactions sont faites d'une manière digitale. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut de la sécurité, il faut des parties de confiance. Il y a des gens qui contrôlent ces transactions-là. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on a tous ces éléments-là avec Bitcoin, mais c'est beaucoup plus démocratisé. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on veut participer demain au protocole SWIFT, ben, c'est impossible. Si on veut participer sur Bitcoin, qui en théorie permet d'envoyer des sommes autant grosses que le protocole SWIFT à travers le monde, ben, ça, on peut y participer. Donc, ce que je veux dire ici, c'est vraiment juste la logique de pouvoir qui change, parce que c'est vraiment un réseau qui est décentralisé, qui est à travers le monde, qui est sécurisé par des gens à travers le monde, qui est validé par des gens à travers le monde, qui est utilisé par des gens à travers le monde. Donc, c'est pas juste une poignée d'individus qui ont vraiment le contrôle sur ce protocole-là. Et puis, justement, dans cette ordre d'idée-là, un élément que je crois qui me surprend tout le temps à quel point c'est sous-estimé, surtout de nos jours avec les nouvelles blockchains qui sortent, qui sont hyper centralisées. Bitcoin est extrêmement décentralisé. Puis ça, cette valeur-là, je crois que la majorité des gens peuvent pas comprendre exactement c'est quoi la valeur d'un réseau décentralisé parce qu'on est en train de l'expérimenter avec Bitcoin. Mais pour moi, vraiment, c'est vraiment important de comprendre que ce qui attribue de la valeur à Bitcoin, c'est vraiment trois choses qui sont simples. Donc, son réseau décentralisé, et puis je vous dirais, ça englobe tous les sous-sujets de la décentralisation. Donc, la sécurité, le fait que c'est un réseau qui est non censurable et toutes les autres propriétés que ça apporte. Et puis le deuxième point est le fait que c'est une monnaie qui est internationale, en fait, qu'on peut échanger à travers le monde sans aucun problème, puisque le réseau couvre le monde entier. Et puis le troisième point qui, selon moi, attribue une énorme valeur à Bitcoin, c'est sa politique monétaire qui est fixe. La raison pourquoi je vous montre cette image-là, c'est qu'ici, en fait, on a une politique monétaire qui n'était pas du tout fixe. Donc ici, on participe à un jeu qui est décidé par des gens qui sont derrière les rideaux, qu'on n'a aucune idée c'est quoi leurs intérêts, et puis on subit le système. Et moi, ce que je veux dire, c'est que quand on commence à jouer au jeu de Bitcoin, on sait exactement qu'il va y avoir 21 millions de Bitcoin à jamais. On sait exactement qu'est-ce que le code fait. On peut tout vérifier, on peut tout auditer. C'est probablement un des codes qui a été le plus audité au monde. Donc, c'est juste ça, vraiment, moi, les trois points qui, selon moi, attribuent énormément de valeur. Donc, la décentralisation du réseau, son utilité en tant que monnaie internationale et la politique monétaire stable qui est écrite dans le code, donc auditable, vérifiable par tout le monde. Donc maintenant qu'on comprend bien ce qui attribue de la valeur au réseau Bitcoin et à Bitcoin selon moi, je vais donc enchaîner avec les arguments sur pourquoi Bitcoin est donc adossé par la réelle valeur. Puisque maintenant on comprend la valeur, on va voir comment que ça vient vraiment donner un avantage à Bitcoin. Donc je veux débuter ici par vous prouver que, en fait, même notre argent fiduciaire actuellement est adossé à rien. Dans le sens que c'est purement du vent de la confiance et aussi on pourrait dire une certaine mécanique d'offre et demande. Puis je vais dire d'offre et demande entre les guillemets, parce que parfois, la demande vient pas nécessairement d'une demande qui est organique. Elle peut être forcée. Donc ça, c'est également quelque chose que j'ai parlé dans mon vidéo pourquoi je suis un Bitcoin maximaliste. Mais tout ça pour dire, c'est que vraiment, faut comprendre que présentement, l'argent fiduciaire est adossé à rien également. Puisque ici, on a carrément abandonné le système d'étalons. Et puis en fait, le système d'étalons, lui, nous permettait d'avoir au moins un étalon pour avoir un peu un adossement à notre dollar. À partir de 71, lorsque Nixon a aboli ce système-là, en fait, le système fiduciaire a seulement été basé sur l'offre et la demande des dollars. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui crée une offre, qu'est-ce qui crée une demande. Ben, je vous dirais, ce qui crée une demande, ça va être beaucoup, par exemple, lié à tout ce qui est la création de valeur dans le pays. Parce que si on veut faire du commerce avec le pays, les chances sont qu'ils vont demander d'avoir leur dollar pour pouvoir échanger avec eux. Donc, ce qu'il faut faire si on veut avoir leur dollar, il faut aller échanger nos dollars contre les leurs, donc ça donne de la valeur à leur dollar. Donc, plus qu'un pays a de l'échange commercial, ou plus que son dollar est utilisé dans les échanges commerciaux, plus qu'il a de la valeur. Puis la raison pourquoi je riais durant le moment que je disais plus qu'il est utilisé dans les transactions commerciales, c'est que vous pouvez comprendre que les États-Unis, ce n'est pas les plus gros producteurs mondiaux, mais c'est eux que leur dollar est le plus utilisé. Oui, c'est vrai, c'est un producteur qui est très, très, très important, mais la Chine aussi est très important. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a un balancement entre l'utilité réelle du dollar et vraiment les moyens de production d'un pays. C'est un peu débalancé, mais la thèse était que vraiment, nos dollars allaient refléter, en termes de prix, leur demande face à l'offre et la demande à travers les autres devises. Donc, le but, c'était vraiment de mettre en compétition toutes les devises. Par exemple, on pourrait justifier que oui, c'est vrai, le dollar canadien est adossé, on pourrait dire, à notre pétrole, à nos foresteries, à notre eau potable, à notre hydroélectricité. Vraiment, tout pour faire le commerce avec nous. Mais c'est que la réalité, c'est que le pétrole est commercé, par exemple, en dollars américains. Donc, déjà là,
on va pas nécessairement tirer le fruit exact d'avoir la puissance du dollar qui est utilisé pour échanger certains biens. Après ça aussi, il faut comprendre que oui, c'est beau, on est productif si on exploite nos ressources, mais en soi, ça c'est juste si on les exploite. Donc, faut comprendre que plus que nos ressources sont exploitées, plus que notre pays est productif, en théorie, ça doit donner de la valeur à notre dollar, puisque si on est productif, qu'on exporte des biens, les autres pays ont besoin de notre dollar. Et puis même, on peut pousser la réflexion un peu plus loin, comme par exemple un pays comme la Suisse qui ont un dollar très stable. Ben eux, c'est simplement, pas nécessairement de leur côté production qu'ils sont réputés, c'est juste côté confiance. Donc ils savent que c'est un pays qui abusera pas de sa devise, on va acheter sa devise pour pouvoir le garder dans nos réserves. Donc c'est vraiment des mécaniques comme ça d'offre et demande que les gens ont des avantages à utiliser une devise locale d'un certain pays. Ce que je veux dire par exemple, c'est que là c'est beau, on comprend qu'il y a une compétition entre tous les pays. Mais la réalité, c'est que justement, Bitcoin peut aller chercher le PIB de tous les pays. Puis je dis pas qu'il va aller chercher le PIB de tous les pays du jour au lendemain. C'est vraiment pas ça mon point. Mais par exemple, on sait que la Russie, eux, commencent à envisager d'utiliser certaines crypto-monnaies pour faire du commerce. Est-ce qu'ils vont utiliser Ethereum et des stablecoins comme l'USDC et l'USDT pour pouvoir faire du commerce et se faire censurer? Je crois pas. Ils peuvent utiliser Bitcoin, qui est un réseau qui est non censurable. Ils pourraient aussi lancer leur propre stablecoin sur Ethereum, mais ça devient un peu compliqué aussi parce qu'après ça, ton client de l'autre bord, il reçoit un rouble russe aux États-Unis, ben ça revient au même que juste envoyer des roubles digitaux rendus là. Donc c'est pour ça qu'au moins, quand on commerce en Bitcoin, ben, c'est parfait, il y a quelqu'un qui va vouloir du Bitcoin à quelque part dans le monde. Donc c'est un peu cette logique-là qui va commencer à se mettre en place. Et elle se met en place tranquillement. Mais faut comprendre que ça, c'est vraiment une évolution. Puis selon moi, c'est là où ce que Bitcoin devient le nouvel étalon du monde. C'est lorsque un certain niveau de commerce va se faire face à Bitcoin parce que les gens commenceront jamais à adosser leur devise locale à Bitcoin. Mais la journée que, par exemple, j'ai besoin de faire du commerce international, je veux pas utiliser le dollar américain, je veux pas utiliser non plus aucun proxy, comme par exemple les stablecoins. Parfait, c'est quoi mes options? Ben, les options commencent à se resserrer. Et puis Bitcoin devient une solution qui est très attrayante. Puis il y a même un sujet que je vais vous parler dans un prochain vidéo, c'est qu'il y a des chaînes secondaires qui permettent d'envoyer des stablecoins sur Bitcoin. Donc disons que quelqu'un veut envoyer, par exemple, des dollars américains sur Bitcoin, c'est également possible. Donc ça, c'est là que ça devient un peu intéressant, c'est que oui, on peut utiliser Bitcoin, l'actif Bitcoin, pour ne pas être censuré puis avoir un actif qui est facilement échangeable après. Mais si on a un cas d'exemple qu'on voudrait utiliser une devise, c'est possible. Donc je voudrais ici, vraiment pour clore le point concernant un peu l'offre et la demande de Bitcoin, ben il faut comprendre qu'en fait, l'offre et la demande de Bitcoin peut être liée à l'offre et la demande mondiale en général pour une devise d'échange. Parce que à la fin de la journée, on peut utiliser Bitcoin pour commercer n'importe quoi, quand ça nous tente, comme ça nous tente. Donc c'est vraiment là que c'est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de commencer à jouer dans ce réseau-là qui est vraiment complexe en termes d'échange de devises. Et puis maintenant, on devient avec un peu un étalon international qu'on peut utiliser sans limite. Donc maintenant qu'on comprend que de ce côté-là, en termes d'offres et demandes, Bitcoin est nettement supérieur à de la monnaie fiduciaire parce qu'en termes d'offres, on sait exactement dans le code combien d'offres il va avoir. Puis en termes de demande, vraiment n'importe qui peut l'utiliser pour n'importe quelle raison. Donc ça veut dire qu'en théorie, il y a 8 milliards d'humains sur la Terre, il y a 8 milliards de cas d'utilisation en théorie. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas limité à personne. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. Et puis je dirais, ce qui va limiter un peu son utilisation, souvent c'est la confiance dans le réseau que les gens n'ont pas. Parce que, pourquoi on a utilisé le dollar américain comme étalon mondial? C'est parce que le dollar américain avait travaillé, on pourrait dire, sa confiance, sa résilience, sa présence internationale, etc. Puis c'est là où le système s'est transféré vers ce dollar-là. Mais en soi, Bitcoin est en train de créer sa confiance, est en train de créer sa résilience. Et puis ça, c'est seulement un peu, je pourrais dire, un processus d'adoption. Puis si le concept d'adoption vous intéresse, je vous invite à écouter ma dernière vidéo que j'explique pourquoi, selon moi, on n'est pas trop tard sur Bitcoin. Puis après ça, si on pousse encore une fois le concept un peu plus loin, je crois que Bitcoin a un réel avantage pour la majorité des gens à être utilisé d'un point de vue commerce international. Un élément qui est quand même fréquent puis qui est quand même très intéressant à voir arriver, c'est que Bitcoin est aussi un outil d'incitatif économique ou un incitatif à la bonne production. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, avec des cas, par exemple, de barrage hydroélectrique, c'est un élément également que j'ai déjà expliqué, mais en gros, on a souvent des surplus. Puis ces surplus-là, en fait, c'est dur de les utiliser dans des, on pourrait dire, contextes productifs normaux parce que un surplus n'est pas nécessairement constant. Sauf qu'il y a une solution présentement qui est de miner du Bitcoin avec ces surplus-là. Puis ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir une devise ici, pour qui que eux, ça devient très compliqué à échanger parce que la devise, par exemple, du Congo, d'aller essayer de l'échanger contre un dollar canadien, va sûrement falloir passer par 2-3 intermédiaires qui vont prendre des gros frais, ou ça peut être simplement un intermédiaire qui lui va prendre le gros frais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas des devises qui sont
très accepté, très en demande. Tandis que eux, en minant du Bitcoin, ils créent une valeur qui est dans une devise qui est internationale, qui est facilement échangeable. Donc ça peut avoir vraiment des avantages là qui sont pas encore mesurables selon moi, parce qu'on leur donne accès au commerce international sans barrière ou manipulation, on pourrait dire, de leur devise, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de pays dans ces endroits-là où on pourrait dire leur devise locale ne vaut rien, très dur à commercer. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à tout ce qui est, on pourrait dire, intégrer certains pays au commerce international sous une devise commune. Et puis Bitcoin est vraiment en train de le faire, parce que ce qui est intéressant justement, de quelle manière qu'on obtient Bitcoin? En faisant des choses qui sont productives, en faisant des choses qui créent de la valeur. Puis si on crée de la valeur, par défaut, ça donne un pouvoir à la nation. Puis si en plus on est capable d'avoir une devise qui nous aide à faire du commerce international, à s'imposer et à être égaux face à notre compétition, mais soudainement, c'est vraiment un changement de paradigme. Parce que présentement, ils ont beau créer de la valeur, mais s'ils veulent commercialiser avec le monde entier, là, ils ont d'autres barrières pour pouvoir seulement échanger leurs devises. Donc, vous pouvez comprendre un peu ici la logique. Puis, je vous dirais, ce phénomène-là, c'est de quoi qu'on voit qui arrive présentement au Salvador. Puis, c'est un phénomène qui est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment mis de l'avant par les grandes politiques mondiales, mais un truc qui a vraiment été intéressant, c'est que quand le Salvador a débuté leur expérience, puis ont montré que c'était pas un plan qui allait être destiné à s'écrouler après 1 an, par exemple, comme beaucoup pensaient, en fait, l'IMF, donc le Fonds monétaire international, avait annoncé comme quoi que Bitcoin, en fait, pouvait être bon pour les petits pays en développement qui n'ont pas de système monétaire fiable ou de banque, on pourrait dire, sûre, etc. Puis ça, je trouvais ça drôle de voir vraiment l'IMF se positionner sur ces mots-là, parce que moi, c'était quelque chose que ça faisait longtemps que je me disais qu'un jour, l'IMF allait dire que c'était bon pour les pays pauvres parce qu'ils veulent pas, comment je pourrais dire, envoyer un message comme quoi que les devises des pays plus riches ne sont pas stables. Mais la journée qu'on va dire que c'est bon pour tous les pays, il va être trop tard. Fait que ça, c'était vraiment de quoi que je trouvais intéressant. C'était de quoi qu'on disait que Bitcoin, soudainement, est correct pour les pays qui sont instables, qui n'ont pas de devise stable. Mais non, pour les gros pays qui, eux, impriment de l'argent, c'est pas encore utile. Donc, j'ai hâte de voir la journée que ça va le devenir utile. À suivre pour ça, mais j'ai hâte de voir ça aller. Mais je vous dirais vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est pourquoi Bitcoin a de la valeur selon moi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Comme j'ai dit, le réseau décentralisé. Le réseau décentralisé englobe beaucoup de choses, dont la sécurité, l'imputabilité du réseau, le fait justement que c'est facilement envoyable partout sans intermédiaire. Donc ça, je dirais, ça englobe déjà un très gros morceau quand on parle de la décentralisation du réseau. Après ça, il y a le fait que c'est une monnaie internationale. Donc sa demande est basée sur vraiment la demande internationale. Peu importe qui veut l'utiliser est libre de l'utiliser. Et puis, d'un point de vue monnaie internationale, c'est vraiment le fun parce qu'en fait, son jeu de la devise, puisqu'on peut appeler ça un jeu, lorsqu'on commence à jouer le jeu du Bitcoin, on sait exactement les règles, puisqu'on a un code qui est vérifiable et puis qui est public pour tout le monde. Et puis le troisième point, en fait, je dirais, c'est un peu une globalité du tout, dans le sens que maintenant on est rendu avec des dollars qui sont digitaux. On le sait, on fait confiance à des entreprises qui sont centralisées pour conserver nos valeurs, qui ont tout le contrôle. Donc moi, c'est un peu ça, c'est Bitcoin vient vraiment donner une solution qui est digitale, qui répond à des besoins du jour. Donc ça, pour moi, ça attribue une énorme valeur. Puis après ça, comme je mentionnais, en fait, c'est pas compliqué. Pour comprendre la valeur est adossée à quoi, c'est vraiment tous ces éléments-là, puis surtout basé sur le fait que c'est une devise qui est internationale. Donc, tant et aussi longtemps que l'humain va utiliser des devises pour faire des échanges, Bitcoin reste une option. Et puis, Bitcoin s'est prouvé pour être résilient, pour être un outil que les gens font de plus en plus confiance. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les prochaines années vont apporter en termes d'adoption. Mais vraiment, pour répondre à la question, Bitcoin a une valeur réelle, puisque les particularités de la monnaie de Bitcoin sont en fait des éléments qui apportent la demande sur l'actif et donc le réseau. Donc je vous dirais, maintenant que la question est répondue, c'est ce qui fait le tour pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre vos questions en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Au revoir.